Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Merci de votre fidélité. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, ce journal dont voici d'abord le sommaire. La situation des Congolais réfugiés au Burundi continue d'être préoccupante. Non seulement leurs camps sont dépourvus d'eau potable, mais l'accès aux soins de santé adéquats y est également quasi inexistant. Et même ceux qui ont des moyens ou disposant des familles d'accueil sont contraints de rester à l'intérieur de ces camps. La raison, selon les sources administratives, serait le souci de prévenir toute infiltration étrangère. Les Burundais devraient prendre leur destinée en main car aucun salut ne viendra d'un pouvoir qui viole sciemment et perpétuellement la loi en persécutant ses gouvernés. C'est du moins le conseil du parti MSD au lendemain de la condamnation injuste de la journaliste Sandra Moutre. Si rien n'est fait pour initier urgemment une politique de protection de l'environnement, le Burundi risque de se retrouver sans forêt avec toutes les conséquences que cela va engendrer. L'alerte a été lancée par l'association Facha qui milite pour l'environnement. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. La mesure d'interdiction d'octroi de refuge dans les milieux urbains aux demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo a été prise pour éviter l'infiltration de l'ennemi. Le gouverneur de la province de Bujumbura l'a annoncé lors d'une réunion publique tenue ce samedi en commune Muhuta. Aloïse Ndaïkengulukié a également fait savoir que cette réunion avait pour objectif de sensibiliser les citoyens de cette commune pour qu'ils aident à veiller à la sécurité afin de barrer toute voie aux rebelles suivis. Biraboneka ko intara yacu ya Bujumbura ishobora kuba ubwinjiro bw'abohungabanya igihugu ntaho bideha n'ikomine ya Muhuta kanamweho muri no ku kiyaga. Biraboneka yuko tutarekanuye umwanzi ashobora kwinjira. Rero birasaba yuko visiblement, notre province de Bujumbura peut être une porte d'entrée de ceux qui peuvent perturber la sécurité du pays, surtout cette commune de Muhuta qui mène sur le lac. Si on ne reste vigilant, l'ennemi peut passer par là. Alors je demande que nous travaillions tous en synergie. Très cher chef collinaire et le chef du secteur ou le chef du quartier, si du moins les quartiers existent ici, ce message te concerne. La sécurité n'est pas seulement la tâche de forces de l'ordre, elle ne concerne pas seulement les policiers et les militaires, elle nous concerne tous. Les groupes armés travaillent souvent avec les citoyens. Sans l'appui du peuple, tu ne peux pas gagner la guerre. Ils viendront chercher votre soutien. Dans ce cas, je demande que nous soyons tous vigilants. Donnez des informations à temps. Et puis, concernant la question des réfugiés qu'on a évoquée, il y a des endroits où les réfugiés ont voulu refuser d'aller dans des camps. Ils ont tenté de se cacher dans des familles. Je dirais même qu'il y a même des citoyens irresponsables qui leur ont aidé à se cacher. Oui, les Burundais, nous sommes des bienveillants, nous hébergeons les réfugiés comme on l'a fait pour nous, mais pour le cas précis avec la guerre de RDC, l'ennemi peut s'infiltrer dans les camps de réfugiés et trouver des informations le permettant d'attaquer notre pays. Cela est déjà arrivé. Nous devons tous se soucier de problèmes. iki kibazo tugishaje
nimwihereze mwugurure duca dusubira muri vya bindi. En parlant justement de ces réfugiés congolais, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières se dit vivement préoccupée par la pénurie persistante de biens et services essentiels observés dans plusieurs camps ayant accueilli ces derniers. Dans un communiqué publié le 14 janvier 2026, MSF met particulièrement en lumière le manque criant d'eau potable, une situation qui favorise l'apparition de maladies liées à l'insalubrité. David Claude Bananayo nous en dit plus. Dans ce communiqué, l'organisation Médecins sans frontières alerte sur la situation extrêmement préoccupante des réfugiés congolais au Burundi, désormais au nombre de plus de 90 personnes. Ces derniers vivent dans des conditions très difficiles marquées par de graves pénuries de biens essentiels, notamment l'accès à l'eau potable, à une alimentation suffisante et à des soins de santé adéquats. Selon MSF, environ 65 000 réfugiés congolais sont installés dans le camp d'Obusuma, situé dans la commune d'Oruyigi, où les conditions de vie sont jugées alarmantes sur le plan humanitaire. Comme l'explique Carolina Lopez de l'aide, responsable des opérations d'urgence de MSF, le nouveau camp d'Obusuma, aménagé sur une colline, est constitué de milliers de tentes installées dans l'urgence. Elle souligne que l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé reste très insuffisant. Afin de faire face à cette situation, MSF a ouvert un centre de santé le 3 janvier, principalement dédié au traitement des infections respiratoires, du paludisme, de la diarrhée ainsi que des maladies parasitaires intestinales. Dans le cas temporaire de Makombe, situé à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, les équipes d'MSF s'emploient à distribuer des récipients pour le stockage de l'eau, des moustiquaires imprégnés, du savon et des kits d'hygiène à plus de 1500 personnes. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement demeure le principal défi dans le cas d'Obusuma. Chaque réfugié ne dispose en moyenne qu'à d'environ 2,5 litres d'eau par jour, un volume largement inférieur aux 5 litres nécessaires à la survie et aux 15 litres requis pour respecter les normes humanitaires minimales. Par ailleurs, une seule latrine est partagée par 98 personnes, un chiffre très au-delà des standards acceptables. Bien que MSF fournisse actuellement environ 51 litres d'eau par jour par le biais des camions-citernes et prépare des solutions durables pour augmenter l'approvisionnement en eau, d'importants besoins subsistent afin d'assurer un niveau d'hygiène suffisant et de prévenir la propagation des maladies hydriques telles que le choléra. MSF insiste sur la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée au Burundi. Merci à toi David Claude Mbananayo. Et en page justice, le parti MSD estime qu'il n'existe point de justice indépendante au Burundi, se référant à la condamnation à 4 ans de prison prononcée contre la journaliste Sandra Muhoza. Le porte-parole du parti MSD affirme que ce verdict démontre clairement que les déclarations du chef de l'État selon lesquelles il se dit préoccupé par le mauvais fonctionnement de la justice ne sont que de la poudre aux yeux. Suivez à ce propos Epitas Shimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. ubwa mbere hoho n'ibintu byo kwiyamiriza n'ibintu biteye isoni n'ibintu bibandanya. Premièrement, ce verdict est honteux et démontre qu'au Burundi la justice n'existe pas et n'est pas indépendante et est instrumentalisée par les dirigeants. Voir que la journaliste Sandra Muhoza a été accusée sur base d'un simple message envoyé sur WhatsApp, alors que ceux qui volent les richesses du pays ternissent son image dont le président de la République ne sont pas touchés, cela démontre qu'au Burundi il n'y a pas de justice et que le chemin est encore long pour retrouver un véritable état de droit. Ni n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko vya bintu Evariste Ndayishimiye iri gwararira subira yijogota ko nawe nyene. C'est aussi un signe que les paroles du président Ndayishimiye, qui ne cesse de dire qu'il est déçu par le dysfonctionnement du secteur de la justice, ne sont que des manipulations. Si c'était vrai, il ne fermerait pas les yeux devant l'injustice que subit la journaliste Sandra Muhoza, l'injustice qu'ont subi des membres des partis politiques comme le MSD, le CNL, ainsi que d'autres Burundais qui s'opposent aux idéologies du parti au pouvoir. Le porte-parole du parti MSD ajoute qu'il n'existe désormais aucune autre alternative pour mettre fin aux injustices subies par les Burundais, comme celle qui touche actuellement la journaliste Sandra Muhoza, si ce n'est que de s'unir pour s'opposer à un pouvoir qui ne cesse de les persécuter.
ncambere rero twebwe tubona mu mugambo MSD. Au sein du parti MSD, nous trouvons que nous, les Burundais, n'accepterons pas que la justice soit totalement effacée. Nous devons tous nous unir pour chercher la justice là où elle existe encore. Si au Burundi, il n'y a plus de justice, cela ne signifie pas que les autres juridictions internationales ne fonctionnent plus. Kuko nimba mu Burundi atabutungane buhari ntibivuga ko ayandi masentare mpuzamakungu yahagaze. Uru rubanza rero rwa Sandra Muhoza co kimwe n'urundi rubanza rw'inzirakarengane zirimwo abanywanyi b'umugambo MSD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Concernant ce procès de Sandra Muhoza et d'autres Burundais malmenés, nous allons poursuivre le chemin de la recherche et de la justice au sein des juridictions internationales. Mais je dois rappeler aux Burundais que si nous décidons de nous unir, nous allons mettre en place un système judiciaire qui rendra justice à ceux qui sont malmenés et punira les auteurs des malheurs que connaît le Burundi, dont le président Evariste Ndayishimiye. Les dirigeants du Burundi ne devraient pas avoir l'illusion qu'ils resteront éternellement au pouvoir tout en malmenant les Burundais. Qu'ils gardent en tête qu'un jour, les Burundais se lèveront pour arrêter leurs mauvaises actions et les mettront devant la justice qu'ils auront mise en place ou devant les juridictions internationales. Page société à présent. Les parents d'élèves de l'école fondamentale et lycée communal d'Ongarusi, situé en zone Muheza, commune Bururi en province Burunga, demandent aux autorités administratives de s'activer pour la réhabilitation des robinets qui alimentaient ces écoles en panne depuis l'année scolaire écoulée. Ces parents déplorent le fait que leurs enfants sont obligés d'interrompre les cours pour aller puiser dans une rivière de la localité afin de faire la propreté des latrines et des salles de classe. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Ces robinets qui alimentaient l'école fondamentale et le lycée communal de Mwarusi, situé en zone de Muheza, sont tombés en panne depuis l'année scolaire dernière 2024-2025. Notre source parmi les parents d'élèves sur l'école fondamentale de Mwarusi regrette l'inagtion des responsables administratifs. C'est au moment où leurs enfants sont obligés d'interrompre les cours pour aller puiser dans une rivière dénommée Musagara de la localité. Nous, les parents, sommes étonnés par le silence des autorités que nous avons nous-mêmes élus. Depuis l'année scolaire passée, les robinets érigés à ces établissements scolaires sont tombés en panne. Le premier robinet a été construit par l'organisation Amazota et le second a été bâti par l'association Caritas. Nous voyons actuellement des enfants avec des seaux à la main qui vont puiser dans une rivière proche. Nous craignons que le rendement de ces élèves sera faible, car ils perdent beaucoup de temps en allant puiser dans cette rivière. C'est cette eau malsaine que ces élèves boivent et l'utilisent aussi pour faire la propriété des latrines et des salles de classe. Son parents s'inquiètent que ces élèves pourraient attraper certaines maladies. Les enfants boivent l'eau de cette rivière et s'en servent également pour le nettoyage. Autre chose, c'est que si rien n'est fait, demain ou après-demain, nos enfants pourraient attraper des maladies de mains sales. Nous demandons aux autorités administratives de s'impliquer pour prévenir à temps. Contacté par la rédaction de la RPA à ce sujet, Khadam Toyi, chef de la colline de Mwarusi, a confirmé ces informations et a promis toutefois que prochainement, ce problème lié au robinet endommagé à ces écoles sera résolu. Emmanuel Nyungeko de Burunga Cap sur Bujumbura, où les habitants des quartiers Kamesa et Busoro situés en commune Mugere dénoncent l'obstruction de leur canalisation d'évacuation des eaux vers la rivière Kanyosha causée par les activités d'extraction de sable. Selon ces habitants, ces travaux de prélèvement de sable se déroulent sous le regard des autorités administratives locales qui n'interviennent pourtant pas pour y mettre fin. Le reportage est signé Balthazar Mebour. Les habitants vivant le long de la rivière Kanyosha, qui traverse la zone Musaga ainsi que la zone Kanyosha, disent plonger dans l'inquiétude et la détresse. Nos sources dans ces quartiers indiquent que les canaux d'évacuation des eaux des quartiers Kamesa dans la zone de Musaga et Busoro sont fortement endommagés par des personnes qui extraient du sable et des pierres dans la rivière. L'un des habitants affirme que les canalisations ont été complètement endommagées. Ce qui choque davantage, ajoute-t-il, c'est l'inaction des autorités administratives
administratives de ces zones alors même qu'elles sont témoins de ces activités. Nous avons à plusieurs reprises dénoncé les personnes qui extraient du sable ici dans la rivière Kanyosha, car ces activités détruisent nos canalisations et provoquent constamment de grandes inondations. Nous avons saisi les autorités à différents niveaux, mais aucune mesure n'a été prise. Les responsables administratifs jusqu'au chef de la zone ont été informés sans succès. Nous avons également sollicité l'ancien administrateur communal de Kanyosha, mais celui-ci ne nous a apporté aucune aide, d'autant plus qu'il tirait profit de ces activités. Il n'existe aucune autre rivière où le sable est extrait. Toutes ces opérations se concentrent uniquement sur la rivière Kanyosha. Les habitants demandent aux autorités compétentes d'intervenir rapidement afin de mettre un terme à ces pratiques. Il exige notamment l'interdiction de la circulation des camions venant en charge du sable, accusés d'être à l'origine de la destruction de leur canalisation. Deuxièmement, nous demandons que ces activités cessent immédiatement. Si le sable a déjà été extrait, les autorités doivent veiller à ce qu'il soit remis à sa place. Nous demandons également l'interdiction de l'accès aux camions venant charger ce sable car leur passage est à l'origine de graves inondations, le sol n'étant plus stable ni compact. En toute sincérité, nous demandons que la rivière Kanyosha soit protégée. La rédaction de la RPA a tenté de contacter les responsables des deux quartiers ainsi qu'Adélaïde Atungayo, l'administrateur communal de Mugere, mais sans succès. Balthazar Mibouré, en page gouvernance, le parti d'opposition UPD Zigamibanga critique l'organisation de la distribution d'engrais chimiques aux agriculteurs burundais car il semble que le citoyen lambda n'en perçoive aucun avantage. Alors que tous les agriculteurs burundais se plaignent de ne pas recevoir d'engrais à temps, Chevino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga, conseille au gouvernement de créer des banques pour développer l'agriculture en fournissant outils et équipements car selon lui, ce n'est que de cette façon que les agriculteurs deviendront autonomes. Suivez Chevino Mugwengezo, il est le président du parti UPD Zigamibanga. Le citoyen n'a jamais été au centre de la préoccupation du pouvoir CNDD-FDD. Jamais. Et le citoyen attendra jusqu'à l'éternité. Alors aujourd'hui, l'engrais, c'est le nerf de la guerre entre les influences. Plutôt que d'assurer l'autosuffisance alimentaire du citoyen burundais, cet engrais chimique aujourd'hui est un business qui se partage entre les membres de l'oligarchie au pouvoir. Pourquoi est-ce que cet engrais n'est pas mis à la disposition du citoyen burundais, de l'agriculteur burundais, à un prix abordable ou même à 100 francs le kilo? Pourquoi? C'est ça en fait qui devrait aider le citoyen à se prendre en charge et assurer son alimentation. Mais si ce n'est pas ça, le reste, ça vient pour détourner l'attention des gens. Ça vient pour détourner l'attention de ces paisibles citoyens agriculteurs et qui se dit qu'il y a l'État qui est en train d'œuvrer pour que nous puissions assurer notre autosuffisance alimentaire alors qu'il n'en est rien. Quand on n'a pas mis en place un programme, quand on n'a pas inscrit dans ce programme le volet agricole pour faire développer l'agriculture au Burundi, écoutez, on doit s'attendre à quoi? C'est d'échec à un échec. RPA. Je vous le disais en titre, l'association Facha qui œuvre dans la protection de l'environnement se dit profondément préoccupée par la destruction des forêts au Burundi. Le président de la dite association indique qu'aucun gros arbre n'est visible au Burundi car tous ont été coupés et affirme que les conséquences majeures commencent à se manifester dans tous les domaines de la vie du pays. Suivez Patrice Sabuguheba, président de l'association Facha. Ubuhari bwose busigaye ari ubushorishoro buto buto kuko ntibemera ko igiti gikura wakigira inguvu. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien, seulement quelques petits arbustes et il n'y a pratiquement plus d'arbres pouvant servir à produire des planches. On constate que les arbres sont coupés et volés, si bien que l'État risque de se retrouver sans source forestière à exploiter. Lorsque vous arrivez sur la colline d'Ohéa, vous constatez qu'elle est devenue complètement nue. En effet, les arbres qui se trouvaient à l'intérieur des forêts sont abattus clandestinement pour la fabrication de charbon, de bois ou de planches. Toutes les collines qui composent la ville, comme Kanyosha et d'autres, étaient autrefois entourées d'arbres.
Mais aujourd'hui, lorsqu'on s'ira, on ne voit plus que des ternis. La seule végétation visible est le manioc, mais qui est différent de la culture du manioc qu'on connaissait avant. La terre est devenue faible et les collines sont... Le sable se déverse désormais dans le lac Tanganyika. Ici, il ne s'agit pas seulement du changement climatique, mais du fait que la terre n'a plus de végétation ni de feuilles capables de lutter contre les gaz nocifs. En effet, ce sont des arbres aux larges feuilles qui absorbent ces gaz polluants et les transforment en oxygène que nous respirons. Nous lançons donc un appel à tout le monde pour qu'il s'implique, car si nous ne protégeons pas la planète aujourd'hui, l'avenir des générations futures sera compromis. Même l'agriculture que nous promouvons échouera. L'élevage aussi échouera si la population continue de négliger la protection de l'environnement. ejo buzokwanka ubworozi bwanke kuko abantu bazoba bakuye mu mutwe ikintu cyo guharanira gukingira ibidukikije. Pour ce militant environnementaliste, le gouvernement devrait entamer une politique de sensibilisation pour la protection de l'environnement dans tout le pays et mettre en place une police chargée de la protection de l'environnement. Encore une fois, Patrice Sabogoheba. La première chose que l'État devrait faire, c'est de reprendre l'éducation et l'enseignement pour apprendre aux gens à respecter et à protéger les arbres de l'État, qu'ils soient plantés le long des routes et aussi des collines. Les personnes appelées agronomes communaux ou celles chargées de la protection de terre si les collines sont souvent négligées par les hautes autorités. C'est pourquoi les arbres sont coupés sous les laissés sans réaction. Au sein de l'association Pacha, nous nous demandons s'il ne serait pas opportun de mettre en place une police chargée de la protection de l'environnement. Il y a aussi une autre chose qui existait aussi autrefois et qu'il faudrait réintroduire dans les écoles, les clubs, c'est-à-dire des espaces où les élèves sont formés à protéger de l'environnement afin qu'ils grandissent en connaissant l'importance de l'environnement allemand et à le respecter. Les agriculteurs et les éleveurs, eux aussi, devraient être formés à la protection de l'environnement au sein de organisations. En fait, lorsque nous écoutons les débats à l'Assemblée nationale, nous entendons souvent qu'on parle de budget alloué à différents secteurs. Il serait beau que les fonds destinés à la protection de l'environnement soient également clairement définis et présentés publiquement chaque année. Environnement toujours, le président des États-Unis d'Amérique a signé le 17 janvier 2026 un décret retirant son pays de 66 organisations internationales. Parmi elles figurent des institutions œuvrant dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la politique ainsi que dans l'assistance aux migrants. Selon un communiqué publié par le département d'État américain, la principale raison de cette décision est que les contributions financières versées par les États-Unis à ces organisations seraient jugées contraires aux intérêts nationaux, d'autant plus que Washington en est le principal bailleur de fonds. Le président Donald Trump reproche également à ces organisations une mauvaise gestion des ressources financières qui leur sont allouées, une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les pays déjà fortement affectés par les effets du changement climatique, en particulier sur le continent africain, y compris au Burundi, vu que les États-Unis assuraient environ 60% du financement de certaines de ces organisations. Suivez à ce propos Landry Nineletse, expert burundais en environnement. Alors que le président Trump affirme que les contribuables américains ont dépensé des milliards avec un faible retour sur l'investissement, entre guillemets, dans les traités de l'ONU et l'accord de Paris, etc. Si on peut juste citer comme exemple l'accord de Paris, à lui seul, cet accord a permis de réduire le réchauffement climatique prévu d'ici à 2100 de 3,6 degrés Celsius à 2,7, juste en 12 ans, je dirais, parce que l'accord de Paris a été signé en 2015. Donc cela veut dire que la coopération internationale, elle est indispensable. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas prôner une vision, je dirais, unilatéraliste, donc une vision centrée sur les intérêts d'un seul pays, parce que le changement climatique, c'est une problématique mondiale. Ça concerne l'ensemble des nations. Et évidemment, à travers l'accord de Paris, on voit que cet accord, quoique imparfait, il a permis de faire des pas dans le sens de limiter
la problématique du réchauffement climatique. Je le dis tantôt, en passant de 3,6 à 2,7. Évidemment, s'il y avait plus de volonté politique, plus d'engagement, plus de leadership climatique fort, les États-Unis avaient l'opportunité d'entraîner les autres pays, en particulier les pays historiquement responsables de la crise climatique, donc les pays du Nord, dont l'Europe, dont la Russie, dont l'Australie, dont la Chine est l'un des actuellement, d'accroître des efforts visant la réduction des émissions. Mais évidemment, aujourd'hui, avec ce retrait, tous les pays seront de plus en plus réticents à s'engager sur la voie de la réduction des émissions. Ils seront plus sceptiques, y compris même les pays africains qui, aujourd'hui, eux aussi, se sentent quelque part encouragés à utiliser les ressources à leur disposition malgré tous les discours qui incitent à la réduction des gaz à effet de serre. Toutefois, cet expert estime que la situation pourrait être partiellement contenue si les autres pays développés membres de ces organisations renforcent leur coopération avec les pays en développement et consentent des efforts supplémentaires afin de combler le vide laissé par le retrait américain. Encore une fois, Landry Ninheritz. Évidemment, les alternatives existent, potentielles, je dirais, pour compenser ce retrait, mais toujours est-il que cela va demander des efforts considérables de l'ensemble des pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde de près, c'est le principe de base du multilatéralisme qui est, je dirais, en danger. Alors, comment cela peut se faire? D'emblée, je pense à 3 possibles alternatives. C'est évidemment, il faudra un renforcement accru du rôle d'autres pays et d'autres coalitions. Entre autres, je pense à l'Union européenne, je pense aux groupes comme les BRICS, qui comprennent la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, mais également même les blocs régionaux, sans oublier l'Afrique, qui sont aujourd'hui appelés à prendre le relais dans les forums internationaux pour toujours porter très haut la voix et les intérêts des peuples affectés. Si aujourd'hui nous voyons un président américain qui ne vise qu'à satisfaire les intérêts des Américains, il faut que d'autres blocs régionaux puissent défendre plus que jamais les intérêts des pays affectés. D'autres alternatives, toujours parlant de la question 5, c'est le secteur privé. Le secteur privé, les organisations internationales non gouvernementales peuvent essayer de combler ce gap, mais évidemment, on l'imagine mal comment les fondations privées, les organisations indépendantes pourront pallier aux pertes de financement occasionnées par les États-Unis. Évidemment, ils peuvent faire de leur mieux et que l'impact de ce retrait sera ressenti. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 18 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dozal Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.